Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Auto+. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour prendre le volant du troisième modèle qui marque le renouveau de DS, la numéro 7, et pas n'importe laquelle puisque c'est le SUV qui aura la lourde tâche de remplacer le best-seller du constructeur, la DS7. Alors est-ce que l'invitation voyage fonctionne toujours avec ce modèle? Eh bien c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Mais avant d'arpenter les routes de l'arrière-pays niçois, on va refaire un tour global du modèle assez rapide puisque la vidéo de présentation complète est à retrouver sur notre chaîne, je vous la mets en suggestion. Et on commence avec la face avant et ces fameuses DS Lightblade en forme de V ici qui soulignent la signature lumineuse du modèle que l'on retrouve également d'ailleurs sur la DS numéro 8. Une signature lumineuse qui est aussi accompagnée des petits points en clou de Paris, une technique issue de l'horlogerie. En général, quand on est sur des modèles premium, on aime bien aussi mixer avec l'univers de l'horlogerie. On retrouve aussi la calandre Luminascreen qui vient s'illuminer avec le logo DS au milieu, que l'on retrouve aussi donc sur la numéro 8. Des parties en noir brillant au niveau du bouclier et aussi au niveau de la calandre pour renforcer le côté un petit peu plus statutaire et robuste du modèle, qui d'ailleurs est aussi renforcé par le capot qui est légèrement plongeant et qui vient recouvrir le tout avec quelques nervures droites et le logo de la finition étoile haut de gamme que l'on a à l'essai aujourd'hui. Enfin, ce capot il peut aussi être teinté en noir grâce au biton étendu. De profil, on a quand même affaire à un beau bébé puisqu'il mesure 4,66 m de long pour 1,90 m de large et 1,63 m de haut. C'est 7 cm de plus que la DS7 qu'elle vient remplacer. On retrouve des lignes comme à l'avant qui sont très incisives et très marquées sur le modèle. Ça lui donne vraiment un look très robuste, notamment ici sur cette partie arrière. On a le droit à un toit qui est légèrement incliné et d'un noir profond qui vient encore une fois contraster avec le reste de la carrosserie. Des poignées qui sont directement intégrées dans les portes. Il ne faut pas oublier que même si on est sur la version micro-hybride, la DS numéro 7 est aussi disponible en version 100% électrique. Enfin, on a des jantes de 19 pouces sur notre modèle du jour, mais celles-ci peuvent monter jusqu'à 21 pouces. À l'arrière, sans grande surprise, on retrouve encore une fois des lignes très incisives, notamment avec des épaulements très prononcés. Les DS Lightblades, encore une fois, sont de la partie pour maximiser l'aérodynamisme. D'ailleurs, on a un CX de seulement 0,26 sur le modèle. Le spoiler léger, lui, est directement intégré dans le toit avec une custode arrière qui est très inclinée. Au global, on a quand même un bloc assez massif, notamment avec l'imposant pare-choc. Mais bon, ça, c'est un petit peu le style commun du SUV. Enfin, on retrouve le nom du constructeur en toutes lettres sur la malle de coffre et bien sûr le petit diamant pour la DS numéro 7. Une fois à bord, si vous avez déjà eu l'occasion de monter dans une DS numéro 8, vous ne serez pas dépaysé. On a globalement la même configuration avec toujours cette ambiance très premium au sein des DS. On est largement garni en cuir, un cuir Nappa véritable, dans un blanc céleste qui lui va plutôt bien. Je vous avoue que moi personnellement, je préférais le bleu Alcantara que j'avais pu voir en présentation sur la numéro 8. Mais au global, les intérieurs ils sont toujours très bien finis dans les modèles de chez DS. On a des sièges ventilés, massants et chauffants à l'avant, que ce soit pour le passager ou le conducteur. Le tableau de bord, lui, est enrichi avec du vrai bois et même le design du système son a été pensé pour rentrer en harmonie avec le reste du véhicule. On a quelques éléments en plastique, mais honnêtement, ça ne vient pas gâcher du tout l'ambiance. On a même le droit toujours à cette console centrale avec cette fameuse constellation que l'on retrouve ici, avec son chargeur à induction juste devant, un petit espace ici pour pouvoir mettre par exemple une bouteille d'eau, un rangement ici supplémentaire qui est recouvert pour mettre encore une fois deux porte-gobelets avec une prise de type USB-C pour recharger un téléphone en plus si jamais la prise à induction ne vous suffit pas, et un rangement supplémentaire juste ici pour ranger des objets un petit peu plus volumineux. La planche de bord, elle est largement garnie aussi en cuir et elle intègre donc un écran assez particulier qui est à l'horizontale de 16 pouces et qui lui aussi est parfaitement en harmonie avec le reste du véhicule. Franchement, honnêtement, le design intérieur est très réussi et bon, ça c'est quelque chose qu'on avait déjà vu encore une fois sur la numéro 8. Le seul petit point négatif, et ça c'est assez commun au modèle de chez Stellantis, c'est que je trouve que ces écrans c'est pas les plus réactifs. Il y a beaucoup d'animations qui viennent encore ralentir un petit peu les processus. Là, par exemple, admettons que je passe des réglages jusqu'à la carte. Voilà, vous le voyez, mais normalement les animations elles sont un petit peu longues à se lancer. Pour pianoter, honnêtement, c'est pas très pratique, d'autant que si, admettons, vous êtes tout seul dans la voiture et que vous venez changer la musique ici, il va falloir tendre le bras. C'est pas ce qu'il y a de plus idéal.
Cet écran tactile central de 16 pouces, il reprend le motif de la console centrale avec ces fameuses constellations qui me font toujours penser à cette façon un petit peu d'hyper vitesse dans Star Wars, et qui donne vraiment l'impression que la modèle va fendre la route. Il est accompagné par un compteur numérique de 10 pouces en face du conducteur qui va lui remonter toutes les informations liées à la conduite et qui lui aussi dans son travail de design est très bien réussi. Et en plus de ça, vous allez avoir un affichage tête haute qui s'affiche directement sur le pare-brise et qui est assez imposant et vraiment très lisible. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à redire dessus. On va avoir aussi un nouveau volant en forme de X qui est un petit peu dur au départ à prendre en main, mais qui est relativement simple une fois que vous avez enchaîné quelques kilomètres, avec toujours cette technique en petit point de Paris ici qui nous rappelle l'horlogerie, que l'on retrouve aussi d'ailleurs sur le tableau de bord. Enfin, le seul petit truc qui va peut-être un petit peu gâcher l'ambiance sur la partie avant, ça va être les boutons de raccourci qui sont situés sous l'écran tactile central, qui eux font un petit peu cheap et qui encore une fois ont un petit peu de mal à répondre pour lancer l'animation sur l'écran. À l'arrière, les passagers seront aussi bien lotis qu'à l'avant, toujours avec ce cuir nappa très confortable. Il gagne en plus en empattement au niveau des jambes par rapport à la DS7 avec 5 cm supplémentaires. On a un empattement de 2,79 m et honnêtement, avec le siège réglé pour ma position de conduite, il y a suffisamment d'espace au niveau des jambes. Idem au niveau de la tête ou au niveau de la garde au toit, on va gagner encore 5 cm. Pour mon 1,80 m, ça va être largement suffisant. En revanche, au niveau des coudes, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué si vous voyagez à 3. Il faudra donc mieux voyager à 2 et profiter de la coudoir centrale. En plus de ça, ils pourront profiter d'une banquette chauffante en hiver et d'une climatisation indépendante en été avec 2 prises de type USB-C au niveau de l'arrière de la console centrale pour recharger un téléphone. La banquette, elle est modulable en 40-20-40, idéale donc pour transporter 2 passagers plus un objet long. Et ces passagers, en plus, ils vont gagner en luminosité avec le toit panoramique en option qui gagne 40% de surface vitrée supplémentaire par rapport à la DS7, mais également au niveau des vitres latérales qui gagnent 30% supplémentaire. Enfin, le volume de coffre, lui, est annoncé à 560 litres avec un plancher réglable sur 2 positions. Alors une fois au volant de cette DS numéro 7, on a le droit au fameux moteur mild hybride de 145 chevaux de chez Stellantis qui associe un 3 cylindres en ligne 1,2 litre avec un moteur électrique d'une puissance de 28 chevaux qui est directement situé sur la boîte automatique à double embrayage et à 6 rapports et qui est alimenté par une batterie de 48 volts. Un moteur qui va s'avérer tout juste suffisant pour ce numéro 7. Honnêtement, étant donné les qualités premium du modèle, on aurait aimé avoir un moteur un petit peu plus puissant. En termes de performance, le 0 à 100 est réalisé en 10,4 secondes et la vitesse maximale est plafonnée à 201 km/h. Je vous avoue que ça ne nous permet pas de faire des accélérations, des dépassements suffisamment francs, notamment sur ces petites routes de campagne, d'autant qu'il va y avoir un certain laps de temps entre le moment où vous allez appuyer vraiment sur la pédale et où la voiture va prendre son envol. C'est pas très rassurant et c'est dommage d'ailleurs puisque à part ça, la direction elle se montre hyper franche et hyper incisive. Il n'y a aucun jeu dans le volant. Un volant en croix d'ailleurs qu'on a un petit peu de mal à prendre en main au début mais auquel on s'adapte assez facilement. Idem au niveau des suspensions, pour le coup là le numéro 7 c'est vraiment un tapis volant, vous n'allez pas sentir en aucune façon les aspérités de la route ni même les dodanes. Je pense que vous pouvez clairement les prendre à 50 km/h même si bon je ne vous le recommande pas. Et c'est ce qui donne ce côté encore plus frustrant justement de cette motorisation micro-hybride. En termes de commande, vous allez pouvoir gérer la boîte de vitesse avec les palettes au volant et la possibilité de repasser en manuel malgré le fait qu'on soit sur une boîte automatique. Et vous avez 3 modes de conduite pour ce DS numéro 7 en micro-hybride. Un mode normal, un mode éco et un mode sport. D'ailleurs, il faudra passer par le mode sport pour vraiment profiter des 145 chevaux du modèle avec une pédale d'accélérateur qui va se montrer beaucoup plus sensible que dans les autres modes de conduite. En termes de consommation, le constructeur annonce une consommation moyenne en cycle WLTP de 5,4 litres au 100 km. Bon, je vous avoue que moi, avec les petites routes de montagne que je parcours et le tonus que je peux donner un petit peu au modèle tout en respectant les vitesses, les limitations de vitesse bien sûr, je ne pourrais pas vous donner un chiffre de consommation exact. Il faudra donc attendre que le modèle passe dans notre labo pour avoir les vraies données de consommation. Mais en tout cas, le constructeur annonce lui 5,4 litres au 100 km, ce qui, somme toute, paraît plutôt vraiment pas mal. Et si je parlais tout à l'heure du confort des suspensions, c'est aussi le cas pour les sièges. On le disait tout à l'heure, ils sont chauffants, massants et ventilés.
La ventilation, pour le coup, ça va bien nous aider au vu de la chaleur qu'il fait aujourd'hui. Mais en plus de ça, vous allez pouvoir quasiment régler les sièges sur tous les aspects. C'est-à-dire que je vais pouvoir régler au niveau des lombaires, au niveau de la largeur du corps. Et en revanche, je ne pourrais pas le régler au niveau des genoux. C'est le seul petit point faible que je trouve à ces sièges. Pour autant, on est quand même vraiment très bien installé. Et honnêtement, vous devriez pouvoir avaler des kilomètres sans avoir de douleur au niveau du dos ou au niveau des fessiers. Et ça, encore une fois, c'est vraiment pas mal. Et ça nous rappelle que ce numéro 7, c'est vraiment un carrosse. Ensuite, en termes d'insonorisation, on a le droit en plus de ça à un vitrage feuilleté avec une insonorisation qui pour le coup est plutôt bonne. Et si pour le coup le moteur de 145 chevaux, on a plutôt tendance à l'entendre sur certains modèles qui sont équipés dans le groupe Stellantis, sur ce numéro 7, on va l'entendre un petit peu, mais honnêtement ça a été très bien camouflé et très bien insonorisé. Enfin, en termes d'aide à la conduite, vous allez être largement aidé par la technologie dans ce DS numéro 7, avec donc forcément toutes celles qui ont été rendues obligatoires par la norme GSR2, même les plus embêtantes, mais qui sont désactivables assez facilement via un bouton physique qui sert de raccourci juste en dessous l'écran tactile. Ensuite, il vous suffira de décocher les options qui vous embêtent le plus. En plus de ça, vous allez avoir un affichage tête haute qui pour le coup, lui, est vraiment assez grand. On en parlait tout à l'heure au moment de la présentation et qui va pouvoir aussi vous afficher la navigation. Un rétroviseur numérique aussi qui peut vraiment servir par exemple quand vous avez la lunette arrière qui est obstruée par un passager ou par des bagages ou en pleine nuit, mais aussi un système d'éclairage qui a été repensé. C'est un des points forts en général sur les modèles DS, avec donc le fameux DS Night Vision qui devrait vous permettre de rouler de nuit comme si vous rouliez en plein jour. Et justement, parce que l'on finit avec les aides à la conduite, je vais pouvoir me stationner tranquillement grâce au pack de caméras multivue, notamment avec la vue 360, et pouvoir conclure cette vidéo en toute tranquillité sur cette DS numéro 7. Alors oui, effectivement, j'ai fait un petit peu plus que m'arrêter simplement, car comme vous savez, la nuit porte conseil et il est indéniable que cette voiture a des qualités, notamment au niveau de son confort et de la qualité perçue à bord. Néanmoins, son moteur hybride 145 chevaux montre assez vite ses limites. Cependant, le constructeur devra arriver avec une toute nouvelle motorisation hybride, mais pas pour tout de suite, il faudra peut-être attendre l'année prochaine. Reste à savoir si vous voulez y mettre le prix. Le modèle démarre à 43 900 € en finition Palace et notre finition étoile du jour, elle, commence à 52 680 € avec des options supplémentaires sur notre modèle d'essai. Je pense notamment au toit panoramique. Le moteur, lui, est fabriqué en France, mais le modèle est assemblé en Italie. Et vous avez bien entendu la garantie DS de 8 ans ou 160 000 km. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Auto Plus ainsi qu'à nous suivre sur tous nos réseaux. Et je vous dis à très vite pour de futurs essais automobiles. Ciao!